RMC, After Espagne. Nicolas Jamin. Salut à tous, bienvenidos a todos, heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast After Espagne, à retrouver en audio bien sûr sur toutes les plateformes de téléchargement, et également en vidéo sur la chaîne de l'After, After Foot TV, sur YouTube également, sur les box SFR, Free, Orange, vos télécommandes, téléconnectées sur l'appli RMC, BFM Play. L'After Espagne avec, comme chaque semaine, en direct de Madrid, notre correspondant permanent, Edgar Grollo. Salut Edgar! Salut Nico, salut à toutes et à tous. Cette semaine de matchs internationaux, on voulait se poser tranquillement et passer au peigne fin la sélection espagnole que beaucoup considèrent aujourd'hui comme la meilleure sélection du monde. Déjà, est-ce qu'on est d'accord avec cette affirmation? On va en débattre ensemble. Surtout, est-elle à ce point la grande favorite du Mondial 2026? Euro 2024 éblouissant, écrasant, effectif huilé, campagne de qualification survolée, début dans tous les sens. On compare à Edgar également cette sélection et celle du triplé 2008, 2010, 2012. Et celle-ci avec la Yamal notamment, est-elle moins forte, aussi forte, plus forte? C'est parti pour l'After Espagne. Et pour nous aider cette semaine à répondre à ces questions, on a convoqué un afterien, grand supporter de l'Espagne, son pays d'origine, Alvaro. Salut! Salut à tous. Bravo, merci de mettre de la couleur espagnole dans ce podcast, on est heureux de t'accueillir. Attends, c'est quoi la casquette, Alvaro, là? Alors là, c'est l'élection du Celta de Vigo. On a trouvé un supporter du Celta Vigo, ça fait plaisir. Bon voilà, tu es supporter de la sélection depuis ta naissance, j'ai envie de dire. T'es tombé dedans petit, t'es d'origine espagnole, c'est bien ça? Totalement. Je suis né en France, je fais partie de l'immigration. Mes parents sont venus en France dans les années 60, donc je suis né en région parisienne, à Neuilly-sur-Seine pour être précis. Et puis évidemment, on a vu. L'Espagne, c'était à la maison, c'était paella et autres aliments, et puis évidemment la sélection espagnole. Et il fallait défendre les couleurs. Et puis à l'école, toute la vie, on a défendu. C'était toujours un peu le jeu, ce jeu de chambrage de sélection à sélection. Et puis la grande finale Euro 1984. Mais oui, tu l'as connu, hein, oui, j'ai l'impression. Oui. J'ai l'air très jeune. Non, je le vois au blanc sur ta barbiche. Mais je l'ai vécu. Je l'ai vécu. L'équipe de France a une place dans ton cœur ou pas du tout? Mais bien sûr. Quand même. Mais bien sûr. Moi, mais parce que ce qui se passe, c'est qu'en fait, moi, dans mon cœur, c'est Séville. C'est Séville, c'est Platini, c'est Giresse. Moi, c'est des images qui m'ont marqué, qui ont été très fortes. Et puis, donc moi, j'étais totalement français dans la sélection, footballistiquement parlant. Et puis arrive l'Euro 84. Et au fait, je me retrouve, moi qui étais à l'école, l'école primaire, je me retrouve avec justement cette dualité. Je me retrouve à être espagnol parce qu'on me dit, tiens, c'est la finale. Donc en fait, tu es espagnol, tu es Alvaro, il faut que tu défendes. Et en fait, c'est à ce moment-là où effectivement, j'ai été espagnol dans le foot, mais j'ai cette double culture qui fait de moi un être à part et merveilleux. T'as bien de la chance, hein. T'as choisi de bonnes sélections et l'Espagne surtout actuellement. Magnifique. On va en parler ensemble évidemment. On va déterminer un 11 type dans quelques instants. D'abord Edgar, qu'est-ce qu'on dit de la sélection espagnole chez toi, à Madrid notamment, et pas uniquement à Madrid, dans tout le pays? Est-ce qu'on est convaincu, comme beaucoup le disent, le prétendent, qu'on est ultra favori du Mondial 2026? Oui, c'est vraiment un climat de confiance en Espagne, surtout un climat de hâte. On a hâte d'y être parce qu'on a hâte de voir ce que va faire cette équipe. Il y a vraiment un climat très positif autour de cette équipe depuis que Luis de la Fuente l'a reprise. Pas seulement grâce aux résultats et au jeu qui est flamboyant, convaincant, tout ce que vous voulez, parmi les meilleurs de l'histoire de la sélection, tout simplement en termes de jeu, mais aussi parce que les joueurs, les profils de joueurs et l'attitude des joueurs plaît beaucoup aux Espagnols. C'est une équipe jeune, avec des joueurs qui sourient, ça se voit qu'ils sont potes entre eux et ils renvoient vraiment une bonne image. Et aussi, ce sont des joueurs d'un peu partout en Espagne qui revendiquent aussi leurs origines régionales. C'est quelque chose de très très important en Espagne et c'est pour ça, je pense que ça touche beaucoup d'Espagnols. C'est intéressant ce que je dis parce que ça n'a pas toujours été simple. Alvaro, tu peux en témoigner. Là, on voit une vraie équipe soudée malgré les dissensions, les antagonismes historiques. On parlera tout à l'heure Barça-Real. On a l'impression, Espagne, pays de clubs surtout, avant de sélection, que ça s'est un peu équilibré. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Alvaro? L'équilibre, il vient avec les dates.
Parce que, par exemple, à ces dates aujourd'hui, c'est vraiment les clubs qui prennent le devant. On pense Toujours. Liga, on pense Ligue des Champions. Surtout que l'équipe d'Espagne, en plus, elle marche très bien. Donc, elle a des bons résultats. Donc, personne s'inquiète, on va dire, entre guillemets. C'est vraiment la sélection espagnole, elle prend toute sa force quand il y a un grand tournoi. Je veux dire, en fin d'année, là, oui, l'Espagne, les gens se concentrent. Et encore, il faut attendre les premières phases, que la première phase se passe, avant qu'elle prenne, que tous les supporters se mettent à regarder la sélection de près. L'équilibre, il est pas tout à fait là, hein. Je veux dire, Ouais. j'entendais beaucoup de débats, surtout sur la position des clubs. L'Espagne, c'est encore le Real, c'est encore le Barça, c'est Bilbao, c'est vraiment les clubs encore, hein. Bon. Alors, je précise que nous enregistrons ce podcast avant le match contre la Géorgie. Donc, on va s'appuyer sur cette campagne de qualification pour l'instant, 4 matchs pour l'Espagne, mais au-delà, l'année 2025 qui est extraordinaire. Voici pourquoi on est si confiant en Espagne à 8 mois du mondial désormais. Regardez ces statistiques. Record d'invincibilité, 29 matchs sans défaite, hors match amicaux. Dernière défaite, Écosse, 28 mars 2023, il y a 2 ans et demi, un peu plus même. C'est donc un record pour cette sélection, record de l'Espagne. 2010-2013 égalé, la grande Espagne bien sûr de Vicente del Bosque, championne d'Europe, championne du monde, puis championne d'Europe. Voilà de quel monument on est déjà en train de parler, qui va devoir confirmer, faire aussi bien, ce sera compliqué, mais pourquoi pas. On se prend à rêver bien sûr autour de la sélection. Alors oui, il y a un échec contre le Portugal, je pense déjà à nos camarades portugais qui regardent ce podcast éventuellement, en finale de la dernière Ligue des Nations, mais c'était au tir au but, hein. On ne considère pas que c'est une défaite dans le jeu. En tout cas, elle est la preuve qu'on peut lui tourner tête, Edgar, encore à cette sélection espagnole. Oui, et je pense que c'est une équipe qui a des failles, malgré le fait que ce soit une équipe flamboyante. Elle a des failles. Défensivement, c'est pas la meilleure sélection du monde. Elle a des joueurs aussi qui sont souvent blessés. Elle a un joueur comme Lamine Yamal qui est exceptionnel, on est tous d'accord, mais qui parfois, dans les grands matchs sur les derniers mois, a eu quelques trous, notamment cette finale où il avait été bien muselé. Voilà, c'est encore une équipe jeune. Et qui dit équipe jeune dit parfois, comme face à l'équipe de France, sortir des buts sortis de nulle part qui relance un match, mais aussi parfois avoir des petits trous, avoir des petites absences, et ça fait partie de l'apprentissage de cette équipe. Et je pense que finalement, cette défaite face au Portugal en finale de la Ligue des Nations peut aussi aider cette sélection pour la Coupe du Monde, et surtout peut l'aider s'ils sont dans une situation compliquée, par exemple une prolongation pendant la Coupe du Monde. Alors, à quoi ressemble le 11 type de l'Espagne, hein, si tout le monde est disponible? Tu as dessiné ce 11-là de Luis de la Fuente, Edgar. On va le découvrir en infographie, bien sûr. Et dans un instant, Alvaro, tu me dis si tu es d'accord avec ça. Vas-y, Edgar. Oui, Unai Simon dans les cages, ça, il n'y a aucun doute. Il n'y a pas vraiment de vraie concurrence avec David Raya. Carvajal, s'il n'est pas blessé, à droite. Cucurella, là non plus, aucun doute, côté gauche. Les centraux, si tout le monde est à son meilleur niveau et qu'il n'y a pas de blessés, normalement, c'est Koubarsi, Huysen. Le problème, c'est que Koubarsi a montré, voilà, il n'est pas dans la meilleure période de sa carrière depuis quelques mois. Huysen a montré aussi des carences dans les grands matchs et parfois il est un petit peu gentil dans la surface. Donc à voir, ça peut toujours bouger. Je pense notamment à Robin Lenormand qui est assez performant avec la sélection, qui était titulaire pendant l'Euro. Je pense qu'il peut prendre une place dans cette défense centrale. Devant, pareil, sans blessure, c'est Pedri, c'est Rodri. Merino, petit à petit, est devenu un joueur extrêmement important pour cette équipe qui joue généralement sans vrai numéro 9 de métier. À gauche, Nico Williams, mais là aussi, il y a un petit astérisque avec tous ces problèmes de blessure. À droite, évidemment, Lamine Yamal. Et devant, Oyarzabal, j'ai mis Oyarzabal, ça peut être Ferran Torres, ça peut éventuellement, même s'il commence à revenir de loin, être Morata, mais ça devrait se jouer a priori entre Oyarzabal et Ferran Torres pour la place de titulaire. Alvaro, est-ce que c'est aussi ton 11 type? Non, c'est pas mon type, mais je vais te dire que je discuterai pas ce 11-là parce que, au fait, l'Espagne, par exemple, tu prends Rodri. Rodri, ça fait plus d'1 an qu'il joue pas. Eh oui. Et là, c'est avec tout le monde en forme, évidemment. Et Ouais, voilà, c'est et là, c'est principe, tout le ouais. monde en forme. Mais je dirais que je sais pas si, effectivement, dans l'équipe idéale, peut-être que moi, j'adore Fabien Ruiz. Mhm. Merino, c'est vrai qu'il fait quelque chose de bien, mais j'adore Fabien Ruiz, j'adore ce qu'il a fait au dernier Euro. Après, je trouve que Koubarsi, Eugène derrière, c'est très jeune, c'est très léger. Mais en soi, il n'y a pas de 11 type en Espagne, à part quelques joueurs qui sont vraiment, je dirais, ils sont inévitables, genre Pedri, Lamine Yamal.
Cucurella, je trouve aussi c'est quelqu'un qui devrait pas bouger. Je suis d'accord et en même temps, je changerai un petit peu. Il n'y a pas un vrai Oui. 11 en fait, et c'est ça qui est extraordinaire. Ce qui marche très bien en Espagne aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment une philosophie, un niveau de jeu et puis un groupe qui est très large en termes C'est d'effectifs. ça, avec des joueurs Et interchangeables comme, sans réelle perte de niveau. Vas-y, Edgar. Comme dit Alvaro, effectivement, Fabien Ruiz, dans la logique, s'il continue à être performant, il va retrouver une place de titulaire pendant la Coupe du Monde. C'est vrai que j'ai dit par rapport aux joueurs blessés, absents, mais on l'a perdu de vue sur les derniers mois parce que c'est vrai qu'il a raté quelques matchs avec la sélection. Mais effectivement, Fabien Ruiz a sa place aussi dans ce 11. Mais voilà, quand tu vois un joueur comme Merino être très performant, voilà, il y a énormément de joueurs qui sont performants et c'est la force d'ailleurs de cette équipe, c'est que même quand tu perds un joueur comme Fabien Ruiz, tu as d'autres joueurs qui viennent, qui sont performants. Voilà, tu as plus que 11 joueurs qui sont performants avec cette équipe. On parle souvent des ailiers, Lamine Yamal, Nico Williams, mais surtout ce vivier incroyable, Edgar Alvaro au milieu de terrain. Est-ce le meilleur milieu de terrain du monde ? Le Portugal peut aussi se targuer d'avoir un João Neves, un Vitinha notamment actuellement, et bien d'autres derrière. Est-ce qu'une victoire de l'Espagne au Mondial passera, comme en 2010, par sa domination dans l'entrejeu ? On peut les citer, on a commencé à le faire. Pedri, bien sûr, s'il est en forme, s'il n'est pas blessé. Rodri, on l'a dit également. Fabien Ruiz, Zubimendi, Merino. Edgar, est-ce que pour toi, c'est l'essence même de cette sélection, encore plus que les éléments offensifs ? Bien sûr, parce que c'est l'essence même du football espagnol et que tous ces joueurs-là, on leur a appris toute leur vie à jouer dans des équipes qui sont basées autour du milieu de terrain, qui sont basées autour de joueurs techniques, qui sont basées autour du jeu collectif. Et donc, s'il n'y a pas de milieu de terrain performant, il n'y a pas d'Espagne performante. Maintenant, comme on le disait, je n'ai pas de grosses craintes sur ça parce que cette équipe-là, même avec un ou deux blessés, aura le même style de jeu et aura des joueurs performants. Je veux dire, tu sors Rodri pour mettre Zubimendi. Évidemment, ce n'est pas le même niveau si les deux sont à leur meilleur niveau, mais c'est quand même extrêmement performant. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de grande inquiétude sur ça. Le vivier est tellement immense, contrairement à d'autres postes. Ce n'est pas le cas à tous les postes avec l'Espagne, mais au milieu de terrain, il n'y a pas de grande inquiétude. Mais évidemment, pour une grande Coupe du Monde, ça passera par un grand milieu de terrain. Bon, alors, Luis de la Fuente, il faut qu'on en parle. On en a déjà parlé, mais là, ça devient incroyable comme bilan. L'homme qui a relancé la sélection, qu'il avait récupéré après... Pas une équipe en ruine, hein, mais une équipe sortie dès les huitièmes de finale du dernier mondial 2022. L'équipe de Luis Enrique à l'époque, qui était belle, mais qui ne marque pas un but contre le Maroc, notamment éliminé au tir au but. Voici son bilan. Il est hallucinant. 35 matchs, 29 victoires, 3 nuls, 3 défaites. Vainqueur de l'Euro 2024, évidemment, en gagnant tous ses matchs. Vainqueur, bien sûr, de la Ligue des Nations. Et cette défaite, après 2 ans plus tard, en Ligue des Nations 2025 contre le Portugal. Mais elle est presque anecdotique. C'était pas gagné, Alvaro, quand il prend la sélection Luis de la Fuente. Il faut rappeler son parcours, les U19, les espoirs. Il fait les Jeux Olympiques aussi. On savait que c'était presque un bon formateur, un homme qui savait valoriser le vivier espagnol. On ne savait pas qu'il allait avoir une telle maîtrise de la sélection A. Oui, il était premier match avec la sélection A, défaite en Écosse, de mémoire. Donc ça commence à démarrer très mal. Une personnalité, il crève pas l'écran quand il parle. Mais chez les jeunes, en tout cas, les moins de 20, dans les espoirs, en tout cas, c'était déjà sa marque de fabrique. Un jeu très ibérique, très espagnol, c'est-à-dire basé sur de très bons milieux de terrain, mais beaucoup plus, beaucoup plus direct que ce que faisait, par exemple, Luis Enrique avec la sélection. Et tu as raison, Edgar, c'est le football espagnol, c'est vraiment, ça passe par le milieu de terrain, c'est la possession, la passe, et De La Fuente, il est vraiment ancré là-dessus. C'est vraiment la base, c'est cette philosophie-là, et en même temps, ce qu'il y a de mieux par rapport à Luis Enrique, le Luis Enrique sélectionneur avant PSG, c'est qu'il a un jeu plus direct, il profite, avant d'avoir Nico Williams, avant d'avoir Lamine Yamal, en moins de 20 où je suivais régulièrement, c'était ça aussi sa marque de fabrique. Il fallait jouer directement, il fallait être générateur d'action. Donc c'est vraiment, il poursuit ce qu'il faisait en espoir avec la sélection espagnole, et en plus il a des joueurs fantastiques et il fait groupe, et il arrive à faire un groupe, et ça qui est très important, et ce qu'avait réussi à faire Luis Aragonès avec l'Espagne, qui a été le secret de sa réussite. Luis Aragonès, il nous a amené le premier Euro en 2008. C'était faire ce groupe, qui était la difficulté. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que les joueurs espagnols sont beaucoup plus de clubs que de la sélection. Aujourd'hui,
c'est un peu moins vrai depuis les réussites. Et il arrive à faire ça, à refaire groupe. Même si Luis Enrique, par exemple, l'avait fait, Luis Enrique s'était vraiment quand même enfermé dans quelque chose dans le jeu, dans le style de jeu. Tout à fait. Ouais, très dogmatique, dans la réflexion, dans l'échange avec les médias. Alors que De La Fuente, il est beaucoup plus ouvert là-dessus, beaucoup plus léger, beaucoup plus... ce qui permet de voir une sélection espagnole hyper dynamique, incroyable. Parce que même quand il manque des joueurs du type Rodri, parce que Rodri Ballon d'Or, on se disait, oulala, milieu de terrain là, on va perdre parce que il est au cœur du système espagnol. Et bah là, Zubimendi, il est juste incroyable. Oui, l'ADN. C'est incroyable. On va en parler dans un instant justement. Et puis cette question que je vais vous poser, comment être la meilleure attaque du monde sans numéro 9 ? Reste avec nous, on fait une courte pause et dans un instant la suite de l'After Espagne. L'After Espagne, spécial sélection nationale, la sélection espagnole avec Edgar Grollo et Alvaro, notre ami supporter de la Rora. Pour prolonger ce qu'on disait à l'instant sur le style Luis de la Fuente, est-ce qu'on peut quand même dire, Edgar, qui s'appuie aussi sur un héritage de Luis Enrique ? Il n'a pas du tout balayé le style catalan en réalité. Bien sûr, et je pense que, comme on disait, Luis Enrique s'inspire de tout l'héritage espagnol aussi. En fait, c'est un ensemble. Je dirais pas qu'il s'inspire directement de Luis Enrique. Je dirais que tous s'inspirent en fait des mêmes modèles et d'une même philosophie de jeu, avec évidemment les détails et qui font la différence entre les différents entraîneurs. Mais je pense que Luis de la Fuente, c'est vrai, a mieux réussi à faire passer son message. Et surtout, je pense que Luis Enrique, on sait, il a beaucoup d'idées, il a beaucoup de bonnes idées, mais c'est pas la même chose d'entraîner en sélection et en club. Et avec l'Espagne, parfois c'était un petit peu dogmatique, parfois c'était pas assez pragmatique, et on avait l'impression qu'il n'avait pas réussi à parfaitement mettre en place tout ce qu'il avait envie de faire. Et c'est la différence de Luis de la Fuente. C'est la différence de Luis de la Fuente qui, lui, vraiment s'est presque mis en retrait dans la personnalité et a réussi à mettre en avant le jeu, le collectif, au-delà de lui-même et au-delà des stars qu'il peut avoir dans son effectif. Il est plus populaire aujourd'hui que Luis Enrique ou pas à la tête de la sélection, Edgar ? Oui, parce que le problème de Luis Enrique, je vois ta tête, Alvaro, mais Luis Enrique, il y a une partie de l'Espagne qu'il aime vraiment pas. C'est ça le problème. En Catalogne, c'est un héros absolu et c'est une légende, que ce soit du club, mais du foot espagnol, de tout ce que vous voulez. À Madrid, tout le monde le déteste pour son passé par rapport au club. Un traître. Et c'est ce qu'on disait, c'est que les clubs prennent le dessus sur les sélections et c'est bien le problème. Et des fois, on a du mal à voir, les supporters espagnols ont du mal à avoir un regard objectif sur la sélection parce qu'un tel joue dans le mauvais club. Alors, comment être la meilleure attaque du monde sans attaquant ? J'exagère, évidemment, je force le trait volontairement, sans numéro 9, bien sûr. Regardez cette statistique. L'Espagne, c'est une attaque de feu, malgré le choix de Luis de la Fuente de jouer avec des milieux de terrain ou des ailiers dans l'axe de l'attaque espagnole. En 2025, 8 matchs joués, 35 buts marqués, c'est 4,4 buts par match, c'est complètement délirant. 5 notamment face aux Pays-Bas en 2 matchs, 5 à l'équipe de France, victoire 5-4 en un seul match, 2 au Portugal, 6 à la Turquie là en qualif pour le mondial 2026, tout ça 109. Les 2 meilleurs buteurs sont un ailier, Mikel Oyarzabal et Mikel Merino, 8 et 7 buts. Merino, je rappelle, un milieu de terrain axial central d'Arsenal. En revanche, on l'a dit, cette équipe, tu l'as dit tout à l'heure Edgar, encaisse beaucoup. En 2025, 8 matchs, 20 buts encaissés, c'est 2,5 buts par match. Est-ce que c'est assumé ce déséquilibre-là, Edgar, ou est-ce qu'il est subi et est-ce que ça énerve Luis de la Fuente ? Il y a un déséquilibre qui est assumé évidemment parce que c'est la philosophie de l'équipe. Maintenant, je pense qu'il y a des problèmes de performance individuelle, de rendement individuel, notamment en club, et qu'on est sur une période où malheureusement pour Luis de la Fuente, tous les défenseurs centraux ne sont pas forcément performants en club. Et je pense qu'il s'attendait aussi à avoir, et comme tout le monde, à avoir un Cubarsí qui était plus performant, qui continuait sa progression. J'ai aucune inquiétude pour la carrière de Pau Cubarsí ni sur le fait qu'il va progresser, mais c'est vrai qu'il est un petit peu en dedans depuis quelques mois. On le disait aussi, Huysen, il n'est pas toujours aussi fiable que ce qu'on aimerait voir, et donc je pense qu'il y a eu aussi quelques blessures qui ont fait que cette charnière centrale, elle a parfois été changée d'un match à l'autre, et donc je pense qu'il y a encore des automatismes ou en tout cas des certitudes à trouver sur cette défense centrale. Maintenant,
par exemple, on n'est pas, si je compare à la défense du FC Barcelone, il n'y a pas un problème, je dirais, j'ai presque envie de dire systémique, ou en tout cas qui est vraiment collectif et dans la façon de défendre où il y a quelque chose que les joueurs n'ont pas compris. Je ne pense pas qu'on en soit là avec cette équipe de l'Espagne. Je pense qu'effectivement, ce n'est pas son point fort, mais on n'est pas sur une faiblesse qui peut obligatoirement te coûter tous tes gros matchs, par exemple. On dit que les grandes compétitions se gagnent grâce à une grande défense. Alvaro, c'est le souci. tu es d'accord avec Edgar, c'est un problème d'individualité plus que de système, plus que de philosophie de jeu? Oui, je pense qu'on a de grandes individualités au milieu de terrain et devant. Derrière, on a Cucurella, je le mettrai à part. Je pense que c'est vraiment un très très bon Oui. arrière gauche. Après, oui, c'est léger quoi. Il faut regarder. L'Espagne, elle a dû puiser dans un vivier qui n'était pas le sien à la base, hein, puisque on avait Laporte et le Normand. Parce qu'il y avait des manques individuels. Aujourd'hui, on a Hussein et Koubarsi, mais c'est très jeune. Ce qu'il y a, c'est que collectivement, ça marche. Effectivement, tu avais raison, Edgar. Il y a une prise de risque qui est assumée, mais individuellement, c'est sûr qu'on n'est pas sur du. C'est pas 2010, hein, c'est pas Ramos, c'est pas Piqué, c'est pas Puyol, c'est pas Martiena. Non, on n'est pas à ce niveau-là. Je crois que d'un point de vue collectif, il y a ce côté assumé, c'est-à-dire qu'on a la possession de balle, donc on défend avec le ballon, et on a de très bons joueurs techniquement, on arrive à relancer. Après, défensivement, il n'y a pas de guerrier au milieu. Donc le Normand, en tout cas, je trouve que aussi bien le Normand que Laporte apportent de l'expérience, ils sont un peu plus âgés, et vraiment, ils montent en qualité quand ils sont en sélection. Je les trouve bien meilleurs en sélection que en club. Le Normand surtout, c'est incroyable. Le Normand, on le voit avec l'Atlético Madrid, et on a l'impression que c'est un joueur hyper faible, qui fait plein d'erreurs, hein. Et en sélection, il s'impose. En tout cas, De La Fuente, pour lui, c'est un titulaire quasiment indiscutable. Donc voilà, c'est sûr que derrière, mais il y a une telle confiance dans cette équipe qu'elle est vraiment, elle en impose à l'adversaire. Donc l'adversaire est plus préoccupé par le jeu offensif et le milieu de l'Espagne que d'attaquer. Quand on assume des risques avec l'Espagne, bah là, souvent, quand Nico Williams et Lamine Yamal sont là et sont en forme, là, on prend de gros risques avec l'Espagne. Parce que tu parles de risque. Y a-t-il encore un risque, on ouvre ce chapitre-là maintenant, de tension Real-Barça dans cette sélection? Je dis ça parce qu'effectivement, récemment, passe d'armes notamment, tout seul, il s'est mis dedans. Hein, notre ami Lamine Yamal, on en avait parlé dans un récent podcast avant le Classico. Il avait mal parlé du Real Madrid. Derrière, il a payé lors du Classico. L'embrouille Carvajal est venu le chambrer. Son capitaine, un de ses capitaines en sélection espagnole. Est-ce que l'Espagne est à l'abri, Edgar, désormais, avec cette nouvelle génération? Il n'y a pas que des jeunes, hein, il y a des anciens aussi. À l'abri, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la rivalité entre le Barça et le Real pèse beaucoup moins sur cette sélection qu'avant, parce que si tu compares par exemple avec la sélection qui part à la Coupe du Monde 2010, tu as 9 clubs représentés à l'époque, 12 joueurs du Real et du Barça. Maintenant, il y a 15 clubs qui sont représentés, 7 joueurs seulement, entre guillemets, du Real ou du Barça. J'ai pris la liste de l'Euro 2024. Donc, c'est sûr que ça pèse moins. Maintenant, oui, on peut dire que Lamine Yamal s'est mis dedans avec sa communication, mais Carvajal, c'est quand même un vétéran qui est l'un des capitaines de cette sélection, et il vient chambrer le joueur star de sa sélection devant les caméras du monde entier. Donc je veux bien qu'on mette la faute sur Lamine Yamal, mais je pense que Dani Carvajal a tout autant, voire plus de responsabilité dans cette petite tension qu'il y a pu avoir. Maintenant, c'est, je pense, une tension qui va rester sur le terrain des clubs, sur le terrain du Classico, parce que on voit tous les joueurs, notamment Dean Huijsen. Huijsen, c'est un vrai pote de Lamine Yamal dans la sélection, et lui, il a dit, sur le terrain, quand on est en club, entre le Barça et le Real, on a envie de se tuer, mais en dehors, tout se passe bien et il y a une bonne ambiance. Et le discours de tous les joueurs, c'est celui-là. J'ai pas l'impression qu'il y ait de grandes tensions Real-Barça dans cet effectif-là. Alors, question finale avec vous, Alvaro et Edgar. 2025, est-ce aussi fort que 2010 ou 2008 ou 2012, l'âge doré du football espagnol? La sélection qui a apporté à l'Espagne, bien sûr, sa première victoire en Coupe du Monde, notamment au milieu d'un back-to-back à l'Euro 2008-2012. Alvaro, regardons cette équipe-là. Le 11 de l'Espagne, je l'ai pris, le 11 de l'Espagne, finale Coupe du Monde 2010. Vainqueur de la compétition avec Casillas dans le but, Piqué, Puyol dans l'axe, Sergio Ramos à droite, Capdevila à gauche, Busquets, Alonso, Xabi Alonso milieu, Pedro, Xavi, Iniesta et David Villa devant. Ce que j'observe là, surtout mon cher Alvaro, c'est que je vois plus de caractère de leader dans la sélection 2010. Est-ce que le 2025 en manque par rapport
à ces glorieux aînés? Là, les noms sont Franchement, quand t'as extraordinaires. Puyol, quand t'as Piqué, quand t'as Ramos, quand t'as Busquets, t'as pas ça en 2025. Non, il n'y a pas ça. Et ce qu'on a aujourd'hui dans la sélection est très jeune, est très jeune parce que dans les vétérans, bon, euh, on a Rodri, on a Carvajal, mais le reste c'est Unai Simon dans les buts, mais sinon c'est très jeune et c'est pas du tout du niveau en termes d'expérience et c'était vraiment des joueurs, des number one, des stars absolues, des candidats au Ballon d'Or pour beaucoup. La sélection espagnole, là, aujourd'hui, mis à part Pedri, Lamine Yamal, il n'y a pas de cadre absolu. Il y a de très bons joueurs, mais il n'y a pas de cadre. J'aime beaucoup Cucurella. On ne peut pas dire que c'est un cadre à gauche. Dans les buts, on n'a pas de cadre. Derrière, dans l'axe, c'est pas des renoms. C'est vraiment quelque chose de collectif. Alors avec vraiment, effectivement, aujourd'hui, on a Pedri et Rodri et Lamine Yamal qui donnent un plus, mais c'est cette cohérence collective qui fait qui fait la force de cette année, de cette sélection actuelle. Celle de l'époque, elle était juste. C'était déjà un autre football. Elle apportait autre chose. Elle répondait à un autre besoin. Elle a créé toute une dynamique en Espagne qui a tout chamboulé. Elle a suivi les pas de Guardiola. Et c'était un truc extraordinaire. On n'a pas Busquets, même Rodri, je veux dire, il est extraordinaire, j'adore, mais c'est pas Busquets. La comparaison, joueur par joueur, elle n'existe pas. Après, dans le palmarès, peut-être que celle-ci arrivera à atteindre le même palmarès. C'est ça, exactement. Elle gagnera 2 ans. Exactement. Individuellement, ouais, il n'y a pas photo. Edgar, tu t'es amusé, toi, à composer un 11 mixé 2010-2025. Combien d'internationaux actuels, combien d'anciens regardés? C'est en exclusivité dans le podcast After Espagne. Et je précise quelque chose de très très important, c'est qu'à la Coupe du Monde 2010, Sergio Ramos il jouait à droite. Donc j'ai mis Carvajal, mais évidemment si on prend sur la carrière et qu'on considère Ramos comme un central, il est titulaire indiscutable dans une équipe espagnole. Mais effectivement, Casillas dans les cages. En défense, finalement, on se retrouve avec un 2 d'un côté, 2 de l'autre, avec Carvajal et Cucurella sur les côtés et Piqué, Puyol en défense centrale. Au milieu de terrain, Sergio Busquets, Xavi, Pedri, Iniesta sur un côté comme il a pu le faire pendant la Coupe du Monde, David Villa titulaire devant, et puis Lamine Yamal quand même sur le côté droit. Ça a de la gueule, mais évidemment, au niveau des individualités, 2010, on est encore au-dessus. Maintenant, à voir si on aura le même discours dans 15-20 ans, quand on connaîtra la carrière complète de ces joueurs-là, comme Pedri ou comme Lamine Yamal. C'est terminé pour cette semaine, les gars. On s'est régalé. Merci Alvaro d'être venu. Tu reviens quand tu veux. T'es ici comme chez toi. Super. Je serai là. Désolé, Alvaro, on n'a pas parlé de Borja Iglesias. Mais il parlera, il prendra la parole. T'inquiète pas. Regarde-le bien pour la Coupe du Monde. On a un grand Borja qui s'annonce. Merci Edgar aussi. Merci à toute l'équipe technique. Merci à Fanny Bossé, Flavien Zolkowski également. Bonne semaine à tous. À la semaine prochaine. Bye bye. RMC After Espagne.